Pour la plupart de la société, l'acte de parricide ou le meurtre de ses parents ou d'autres proches est l'une des choses les plus odieuses qu'une personne puisse faire. Lorsque ces crimes se produisent, ils deviennent rapidement très médiatisés, donnant l'impression que le parricide est quelque chose qui arrive fréquemment. Heureusement, les données du Federal Bureau of Investigation prouvent que ce type de crime ne représente qu'une petite partie des meurtres commis aux États-Unis chaque année. Néanmoins, ils se produisent, aussi inimaginables que cela puisse être pour certains. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer 2 cas horrifiants de parricide. Diane et Alan Johnson. À Bellevue, dans l'Idaho, le matin du 2 septembre 2003, vers 6h20, Sarah Marie Johnson, 16 ans, a été réveillée de son sommeil par le bruit d'un coup de feu. Effrayée, elle a regardé dans le couloir et a appelé ses parents, mais n'a reçu aucune réponse. Peu après, elle entendit un autre tir. Effrayée, Sarah a fui la scène et s'est rendue chez ses voisins, les suppliant d'appeler la police tout en expliquant de manière hystérique qu'un intrus avait tiré sur ses parents. À leur arrivée à la maison de Bellevue, les policiers ont découvert une scène macabre. Diane Johnson, qui travaillait comme percepteur d'impôts et avait une passion pour la cuisine, avait été abattue d'une balle dans la tête pendant qu'elle dormait. Elle était toujours sous les couvertures dans son lit. Alan Johnson, un paysagiste, avait été abattu 2 fois dans la poitrine et il était allongé sur le sol à côté du lit. Il prenait une douche quand il a été abattu, la douche était toujours en marche et il y avait des éclaboussures de sang sur la porte et les carreaux. Sur le sol de la salle de bain attenante se trouvait un fusil Winchester de calibre .264. Comme la famille croyait vivre dans un quartier sûr, les portes n'étaient jamais verrouillées. Cela signifiait qu'il n'y avait aucun signe d'effraction et aucun signe de lutte à l'intérieur de la maison. Les enquêteurs ont porté leur attention sur la maison d'hôte qui était louée à un homme de 45 ans nommé Mel Spiegel. Bien que Spiegel ne soit nulle part en vue, la lunette du fusil Winchester a été trouvée sur son lit. L'arme a rapidement été identifiée comme appartenant au locataire qui avait déjà quitté la ville au moment des meurtres. Alors que les autorités bouclèrent la rue, elles ont veillé à détourner le camion à ordures qui avait commencé ses tournées afin qu'il ne puisse pas ramasser les ordures de la poubelle à l'extérieur de la maison des Johnson, ni celle de quiconque dans la rue. Dans la poubelle des Johnson, les enquêteurs ont récupéré une robe de chambre rose, un gant en latex et un gant en cuir. En parlant avec d'autres membres de la famille, la police a été informée de la relation tendue entre Sarah, 16 ans, et ses parents. Cela était dû au fait qu'il lui avait interdit de voir Bruno Santos, son petit ami de 19 ans, qui était un immigrant illégal du Mexique. Dans les jours précédant les meurtres, Diane et Alan avaient menacé de faire inculper Santos pour viol statutaire, ce qui l'aurait fait renvoyer dans son pays d'origine s'il ne restait pas à l'écart de leur fille. En conséquence de cette information, les enquêteurs ont porté leur attention sur Santos, croyant qu'il pourrait être l'auteur du crime. Les officiers ont décrit Santos comme arrogant et provocateur lorsqu'ils l'ont interrogé. Lors de l'interrogatoire, le jeune homme de 19 ans a avoué avoir demandé Sarah en mariage, ce qu'elle a accepté. Les autorités pensaient que cela donnait à Santos encore plus de raisons de vouloir la mort des Johnson, car il ne laisserait jamais Sarah aller jusqu'au bout du mariage. Cependant, à ce moment-là, les membres de la famille Johnson commençaient à se méfier du jeune homme de 16 ans qui ne semblait pas du tout en deuil. En fait, elle était plus préoccupée par les sorties sociales et par se faire coiffer et manucurer qu'elle ne l'était par le deuil de ses proches. Et la sœur de Diane a remarqué qu'elle semblait s'agacer à la mention de ses parents. Après avoir fait part de leurs soupçons aux autorités, les enquêteurs ont commencé à considérer Sarah comme une suspecte potentielle. Comme elle avait l'habitude de nettoyer la maison d'hôte pour Spiegel régulièrement, elle aurait su pour les armes qui y étaient gardées. La sœur de Diane se souvient que Sarah avait demandé la clé du coffre-fort d'armes la veille des meurtres. Lorsque Sarah a été amenée pour être interrogée, les enquêteurs ont remarqué les incohérences dans son histoire. Elle a dit à la police que la porte de sa chambre était fermée au moment des meurtres, mais les preuves médico-légales ont montré qu'elle aurait été ouverte, tout comme la porte de la chambre de ses parents. De plus, l'examen de la robe de chambre rose, trouvée dans la poubelle, a montré qu'il y avait des centaines de petites gouttelettes d'éclaboussures de sang sur le dos du vêtement, comme si quelqu'un l'avait porté à l'envers pendant le crime. Le t-shirt de Sarah qu'elle portait le matin des événements a également été analysé, et ses fibres ont été associées à celles trouvées sur la robe de chambre.
Le gant en latex récupéré dans la poubelle ne contenait que l'acide désoxyribonucléique de la jeune fille de 16 ans, tandis que le gant en cuir et la robe avaient des résidus de tir dessus. De plus, Sarah avait des ecchymoses à l'épaule lorsqu'elle a été interrogée pour la première fois après les meurtres, ce qui est cohérent avec une blessure que l'on pourrait subir à cause du recul d'un fusil. Enfin, il a été découvert que l'adolescente portait un bonnet de douche pour protéger ses cheveux. Ainsi, elle n'avait pas de sang sur elle quand elle est allée chez son voisin. Le bonnet avait été jeté dans les toilettes et a été retrouvé par des plombiers quelques semaines plus tard, après avoir causé des problèmes de blocage. En octobre 2003, juste un mois après les meurtres, Sarah Johnson a été accusée de 2 chefs d'accusation de meurtre et elle a été jugée comme une adulte. Le parquet et les enquêteurs pensaient que Sarah avait cru qu'elle pourrait utiliser l'argent de l'assurance vie de ses parents et son héritage pour offrir une bonne vie à elle-même et à son petit ami. Santos a témoigné lors du procès que la jeune fille de 16 ans lui avait dit combien elle détestait son père et avait parlé de lui tirer dessus parce qu'il n'aimait pas et n'approuvait pas la relation du couple. Le 16 mars 2005, Sarah a été reconnue coupable des 2 chefs d'accusation et condamnée à 2 peines de réclusion à perpétuité consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. 15 années supplémentaires ont été ajoutées à la peine car elle a également été reconnue coupable d'une accusation d'aggravation par arme à feu. En 2012, les avocats de Sarah ont déposé une requête pour un nouveau procès, affirmant qu'elle avait eu une assistance juridique inefficace pendant le procès. La requête a également noté l'absence d'éclaboussures de sang sur l'adolescente de l'époque et que les empreintes digitales sur l'arme du meurtre ne correspondaient ni à celles de Sarah ni à celles de Spiegel. Mais un autre locataire nommé Christopher Hill, qui apparemment n'avait pas d'alibi pour la nuit des meurtres, mais qui a été écarté de l'enquête de toute façon par les forces de l'ordre. Les avocats de Sarah ont affirmé que ses premiers avocats auraient dû demander un délai pour rassembler plus de preuves et non pas correctement contre-interroger 15 témoins. Cependant, en 2014, cette demande a été refusée, puis, en 2017, Sarah a essayé de faire réduire sa peine à perpétuité, mais la peine a été maintenue. Matthew, le fils de Diane et Alan, qui était à l'université au moment des attaques, a témoigné lors du procès, disant, citation, « J'ai perdu les 2 meilleurs amis que j'ai jamais eu juge. Je voudrais voir la peine maximale parce qu'après, demain, je ne veux plus jamais entendre parler d'elle ou de cet événement. Je pense qu'elle n'a aucun remords et qu'elle le referait. » Sarah Mary Johnson est actuellement toujours en train de purger sa peine au centre de correction pour femmes de Pocatello. Joel et Lisa Guy, le samedi 26 novembre 2016, a commencé comme une journée ordinaire pour Joel et Lisa Guy. Ensemble depuis 31 ans, le couple résidait à Knoxville, Tennessee, et était en train de vendre leur propriété sur Golden View Lane afin de pouvoir déménager à Surgoinsville, où ils prévoyaient de prendre leur retraite. Joel, 61 ans, était concepteur d'ingénierie de pipeline. Sa femme Lisa, 55 ans, travaillait aux ressources humaines chez Jacobs Engineering à Oak Ridge. Elle avait passé une grande partie de sa vie en tant que femme au foyer, mais une des filles de Joel a témoigné plus tard qu'elle, je cite, ne travaillait que pour donner son salaire à son fils, Joel Jr. Joel Jr., âgé de 28 ans, est né en 1988. Il a obtenu son diplôme de l'école de Louisiane pour les mathématiques, les sciences et les arts en 2006, après avoir fréquenté le lycée en ville. Dans la décennie qui a suivi la fin de son premier cours universitaire, Joel Jr. a passé un semestre à l'université George Washington avant de fréquenter l'université d'État de Louisiane. Il n'aurait apparemment jamais travaillé un jour de sa vie et était financièrement soutenu par ses parents. En 2016, il vivait à Baton Rouge, apparemment pour étudier afin de devenir chirurgien plastique. Comme Lisa et Joel Senior avaient décidé de prendre leur retraite, ils avaient également prévu d'arrêter de soutenir financièrement leur fils. Ils avaient dit à ses frères et sœurs qu'il était temps pour lui de voler de ses propres ailes. Lors du procès de Joel Jr. plus tard, l'accusation soutiendrait que ce retrait de soutien est ce qui a déclenché sa décision de tuer ses parents. Ce samedi, en novembre 2016, Lisa est allée à Walmart pour faire des achats. Les images de la vidéosurveillance la montrent en train d'acheter de la nourriture dans le magasin vers 12h15. Alors qu'elle parcourait et achetait ce dont elle avait besoin, elle ignorait qu'à la maison, Joel Jr. commençait à mettre en œuvre son plan élaboré. Il a attaqué son père avec un couteau dans la salle de sport, située au premier étage de la maison du couple. Joel Senior a été si violemment agressé qu'il a subi au moins 40 coups de couteau, et son foie, ses reins et ses poumons ont été endommagés, ainsi que ses côtes.
Après le coup de couteau, Joel Jr. a coupé les vêtements du corps de son père et les a placés près de l'endroit où le meurtre a eu lieu. La salle d'exercice montrait des signes évidents de lutte, y compris les stores déchirés et une machine Bowflex renversée. Du sang était éclaboussé sur l'un des murs. Quand Lisa est rentrée chez elle de Walmart, elle a laissé tomber ses courses à la porte d'entrée et a monté les escaliers jusqu'au premier étage où elle a également été violemment attaquée. Elle a été poignardée au moins 31 fois. 9 de ses côtes avaient été sectionnées et comme son mari, ses vêtements ont ensuite été retirés de son corps et laissés à côté de l'endroit où elle a été tuée. Après les meurtres, Joel Jr. a coupé les mains de son père au niveau des poignets et les a laissées sur le sol de la salle de sport. Il a ensuite enlevé la tête de sa mère, l'a placée dans une casserole et a mis la casserole sur le feu pour la faire bouillir. Plus tard, un médecin légiste témoignerait au tribunal que la tête de Lisa n'avait pas simplement été coupée, mais arrachée avec force. Mais Joel Jr. n'en avait pas terminé. Il a complètement démembré les corps de ses parents et a placé leurs restes dans une poubelle remplie de produits chimiques pour aider à la décomposition. Dans l'espoir qu'il dissoudrait complètement les corps, chaque corps a été retrouvé avec une grande entaille infligée après la mort, afin que les produits chimiques de la poubelle s'infiltrent plus rapidement dans les principales cavités du corps. À la suite de la violence, le jeune homme de 28 ans avait des blessures aux 2 mains, y compris plusieurs coupures profondes. À 3h30 de l'après-midi ce jour-là, Joel Jr. peut être vu sur les caméras de surveillance de Walmart en train de rassembler des bandages et de la pommade pour essayer de soigner les blessures. Cependant, le lendemain, il est retourné à Bâton Rouge pour se faire soigner les coupures à la clinique étudiante. Après cela, il n'est pas retourné sur les lieux du crime. Mais rapidement, l'entourage du couple âgé est devenu méfiant. Le patron de Lisa s'est inquiété lorsqu'elle a essayé à plusieurs reprises d'appeler la cinquantenaire sans obtenir de réponse et elle n'est jamais venue travailler quand elle était censée le faire. Par la suite, l'employeur de Lisa a alerté les autorités pour qu'elles effectuent un contrôle de bien-être. Les policiers du comté de Knox sont arrivés sur les lieux et ont immédiatement remarqué qu'il semblait être vide. Étrangement, bien que la maison était à vendre, il n'y avait pas de boîte à clés immobilière sur la poignée de la porte d'entrée. Il a été déterminé plus tard que le bouton de la porte avait été échangé avec celui de la porte arrière. À l'intérieur, les enquêteurs ont vu des produits d'épicerie périssables renversés hors des sacs de courses. Des paquets de bacon et des pots de crème glacée jonchèrent le sol près de l'entrée de la maison. Le plus révélateur de tous, cependant, était l'étrange odeur chimique qui émanait de la maison. Ils ont pu accéder à l'une des voitures dans l'allée et ouvrir la porte du garage pour entrer, où ils ont immédiatement été accueillis par une version encore plus forte de l'odeur chimique, ainsi qu'une chaleur étouffante. Le thermostat de la maison était monté et plusieurs petits chauffages étaient embranchés, faisant monter la température à l'intérieur du bâtiment à un torride 33 degrés Celsius. Sur la table, les autorités ont trouvé les portefeuilles de Joel Sr. et Lisa. Un marteau-pilon était posé sur eux. La marmite contenant la tête de Lisa bouillait toujours sur le poêle, bien qu'elle n'ait pas encore été examinée, et les officiers ignoraient à ce moment-là ce que contenait la marmite. À l'étage, on a trouvé les mains de Joel Sr. Puis, les corps en solution ont été découverts dans la salle de bain. À côté de cette découverte, les enquêteurs ont remarqué un sac de bicarbonate de soude, d'acide muriatique, d'ouvre-drain et des bouteilles d'eau de Javel dans la maison. Un officier a décrit la scène de crime comme, je cite, « la chose la plus horrible que j'ai jamais rencontrée dans l'application de la loi de ma vie ». Dans la chambre d'amis, les autorités ont trouvé la preuve la plus accablante. À l'intérieur d'un sac à dos, ils ont récupéré un carnet rempli des détails du plan de Joel Jr. pour tuer ses parents. L'une de ces notes disait, je cite, « Tout l'argent est à moi, je reçois tout. Il devait recevoir 500 000 $ en police d'assurance vie si ses 2 parents mouraient ou disparaissaient. » Le jeune homme de 28 ans avait initialement prévu de poignarder ses parents à mort, de démembrer et de dissoudre leurs restes, de nettoyer et de brûler leur maison, puis de faire porter le chapeau à son père pour tout cela. Joel Jr. a également été filmé par une caméra de surveillance en train d'acheter les fournitures dont il avait besoin pour le crime, ce qui montrait qu'il commençait à se procurer les articles dont il aurait besoin dès le 7 novembre. Il a payé en espèces à chaque transaction, privilégiant souvent l'option libre-service. Dans une quincaillerie à Napoléonville, il a acheté de l'acide muriatique et du peroxyde d'hydrogène alimentaire. Le 18 novembre, il a été vu sur des images de surveillance à Home Depot en train d'acheter un pulvérisateur d'eau de Javel, plusieurs rallonges et un minuteur, et quelques jours plus tard, le 21, il a acheté une grande poubelle bleue en plastique chez Walmart qui était assez grande pour que les corps démembrés puissent y être dissous.
Suite à la découverte des corps et des images de vidéosurveillance du fils du couple, le Federal Bureau of Investigation, le bureau du shérif du comté de Knox et le bureau du shérif d'East Baton Rouge ont travaillé ensemble pour placer Joel Jr. sous surveillance. Le mardi 29 novembre, il a été appréhendé sur le parking de son complexe d'appartements alors qu'il essayait de monter dans son véhicule. Les officiers ont trouvé un hachoir à viande et un jerrycan dans le coffre de sa voiture. Joel Jr. a été accusé du meurtre de ses 2 parents. Il a plaidé non coupable aux accusations mais a déposé une motion pour qu'il soit condamné à la peine de mort s'il est reconnu coupable et condamné. Son équipe de défense n'aurait présenté aucune preuve en sa faveur au cours du procès de 4 jours. En octobre 2020, le trentenaire a été reconnu coupable des 2 chefs d'accusation de meurtre et a été condamné à 2 peines de prison à vie consécutive. Le jury a délibéré pendant seulement 3 heures avant de rendre leur verdict de culpabilité. Joel Sr. avait 3 filles d'un précédent mariage. Ils ont dit au tribunal que le couple était, je cite, d'un plus grand que la vie. Ils étaient tellement heureux, c'étaient vraiment de bonnes personnes. Et il l'aimait tellement. Il nous aimait tous. Pour que quiconque fasse ce qu'il a fait, je ne le comprends pas. L'une des filles a ajouté que la famille ne sera jamais la même après avoir subi une telle tragédie terrible. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon pour aussi peu que $2 par mois.